Donc, on a 1h30 à passer ensemble et après, je crois qu'il y a, Jacques, un petit cocktail. Un petit cocktail. Voilà. Alors, j'ai affiché le petit programme pour indiquer donc on va commencer par une petite allocution, on va être très court, hein, je vous rassure, et on va se suivre par la table ronde. Donc déjà, on est assez fiers d'accueillir la première commission internationale de la SBA, n'est-ce pas, qui s'appelle Digital Advisory. Alors ça correspond à AMO Smart. Alors AMO, je sais pas si ça te parle. Au Luxembourg, l'AMO, c'est pas très connu. On parle plutôt de Digital Advisory. Voilà, donc on a préféré tout de suite commencer bien que la session soit francophone, puisque le Luxembourg et la France ont été francophones. On risque très rapidement de switcher sur des conférences en anglais, à mon avis, dès qu'on va commencer à avoir d'autres pays qui vont adhérer à cette commission. Et donc, on va probablement avoir la première question qui va venir à l'esprit, c'est quoi un AMO Smart? Quelles sont ses prérogatives? Ça s'adresse à quelle typologie de projet? Bon, c'est toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, je vais me présenter quand même. Je suis donc directeur de Digital Advisory, qui est le conseil en digital chez CBRE France et en Europe sur une partie des projets. Donc, c'est une mission, un pôle qui est très transverse, vous l'imaginez, puisqu'en fait, j'interviens sur toute la ligne de métier de CBRE, notamment en training, en accompagnement sur les projets, que ce soit sur la transaction, sur du property management, sur du facility, sur les travaux, quasiment tout. Donc, on va vous expliquer un peu tout ça aujourd'hui. Et donc, nos parties prenantes avec lesquelles on travaille au quotidien, elles sont très différentes. Ça va aller de l'architecte, des ingénieurs et, bien évidemment, sans oublier le bureau d'études techniques. Donc, c'est une belle transition pour vous présenter, pour passer la parole. Bonjour, donc moi c'est Étienne Dossman, je suis ingénieur de projet chez TPF Luxembourg. Donc on est une boîte d'études en technique spéciale. Donc on fait l'électricité, courant fort, courant faible, stabilité, climatisation, ventilation sanitaire et bien évidemment le smart. Le smart, bien grand mot, pour un nouveau lot finalement, qui va être la base du bâtiment digital. Et ce lot-là est un lot qui va être transverse, puisqu'il va impacter finalement tous les autres lots déjà présents dans le bâtiment. Et je vous laisse la parole maintenant à Alain pour commencer la table. Alors, on rentre dans le vif du sujet. C'était très très court. Merci à Jacques et à Étienne. On a prévu de présenter la commission après, la table ronde. Donc on va un peu alterner la table ronde et ensuite on vous présentera l'émission de la table ronde, de la commission après. Donc je propose à chacun des intervenants de se présenter. On va commencer par les dames. Anne-Claire Barbery, si vous pouvez dire un mot de qui vous êtes, l'entreprise. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc Anne-Claire Barbery, moi je suis en charge de la RSE et l'innovation pour le groupe Perial. Donc le groupe Perial, groupe immobilier familial basé à Paris, fondé il y a un peu plus de 55 ans, avec deux activités, une petite activité de promotion immobilière et puis une activité cœur, société de gestion, Perial Asset Management, qui gère aujourd'hui près de 6,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, qui sont répartis sur des fonds SCPI, SCI, donc à sous-jacent immobilier, qui correspond à peu près à 500 bâtiments, une présence dans 8 pays en Europe, et avec une forte dimension extra-financière. Delphine Degurs. Donc moi je suis directrice innovation et je dirais aussi sustainability, puisque l'innovation chez Eco Real Estate, promoteur luxembourgeois, vient servir les enjeux d'innovation et notamment l'innovation vient servir les enjeux de sustainability et notamment de trajectoire carbone. Voilà, nous sommes pareil, ça ressemble, hein, c'est un acteur, c'est une société qui appartient à une famille et depuis plus de 30 ans, nous venons historiquement de la promotion sur des ensembles de bureaux et du retail. Et maintenant, on se développe fortement sur le résidentiel avec l'aménagement, notamment la réhabilitation de friches industrielles, notamment de friches liées au site sidérurgique d'ArcelorMittal.
Donc cela nous amène à vraiment nous positionner sur le développement d'éco-quartiers avec des enjeux du coup à la fois en innovation, ça veut dire quoi? Donc c'est à la fois des enjeux de services, développement de services, de technologie, effectivement de smart qui est déployé pour servir ces services et tout ce qui va être autour des matériaux bas carbone. Merci Delphine. Et puis enfin, donc Benjamin Fiquet. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir. Benjamin Fiquet, moi je suis directeur du property de l'exploitation responsable pour ICAD, donc l'immobilier Caisse des Dépôts. Donc je suis en charge de la gestion de l'ensemble du patrimoine immobilier de la foncière, à la fois sur les composantes administratives et financières, les parties techniques d'exploitation au quotidien de notre portefeuille d'environ 250 bâtiments, de 8 milliards d'actifs pour avoir des comparables. Je suis en charge également des stratégies de mise en œuvre environnementale et innovation smart pour la foncière. J'ai également d'autres casquettes en tant que vice-président de la Smart Building Alliance et merci donc à Jacques et à l'équipe de lancer cette nouvelle commission. Donc, merci à vous, c'est une bonne nouvelle. Et également au sein de la Fédération des entreprises de l'immobilier en tant que président de la commission sobriété et d'autres responsabilités. Mais ravi d'être parmi vous ce soir. Donc, merci à tous les 5. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet, c'est, vous l'avez compris, c'est le rôle de ce Digital Advisor ou ce AMO Smart, ce Digital Building Consultant. Plusieurs vocables existent pour qualifier plus ou moins la même fonction. Et donc, déjà, on va se poser la question, c'est quoi ce Digital Advisor, cet AMO Smart? Est-ce que c'est un nouveau métier? Est-ce que ce sont des nouvelles compétences? Il y a eu un débat en préparation de cette table ronde. À quoi sert-il? Quel est son rôle? Quel est l'intérêt? Comment est-il employé? Quelle place a-t-il dans l'ensemble des fonctions des expertises du bâtiment? Est-il opposable ou opposé à d'autres tendances qui se développent fortement, notamment toute la tendance autour des ESG? On va se poser plein de questions. Et donc, je vous propose de démarrer. Peut-être on va commencer. Donc là, vous voyez, on a un panel équilibré entre des experts qui apportent leurs compétences dans des missions de Digital Advisor ou de bureau d'études Smart. D'ailleurs, c'est intéressant. On va essayer de positionner aussi des différents vocables. Là, ce soir, on va essentiellement parler du Digital Advisor, donc une fonction de conseil, mais le Smart a apporté d'autres nouveaux métiers, les bureaux d'études Smart ou les Master Systems Integrators. Donc, on va parler je dirais en périphérie de l'ensemble de cette galaxie de compétences. Et donc, la première question que je voulais vous poser, on va peut-être commencer par les experts, parce qu'ils portent cette fonction. Est-ce que pour vous, c'est un nouveau métier ou ce sont juste de nouvelles compétences? Moi, je veux bien commencer. Et je vais commencer par vous rassurer. Parce que, effectivement, c'est bien un nouveau métier par rapport au bureau d'études techniques. Parce que la fonction n'est pas la même. Finalement, dans un bâtiment, on a 4 phases. La première qui est la programmation, donc c'est l'idée de base. La deuxième, c'est la conception. Donc là, on va concevoir, faire des études sur comment notre bâtiment va fonctionner. Ensuite, on va avoir la phase réalisation, construction, et enfin la phase la plus importante, la phase d'exploitation. Nous, en tant que bureau d'études classique, on se concentre justement sur les 2 phases du milieu qui sont la conception et la réalisation. Et une fois que les travaux sont finis, notre rôle s'arrête. Et c'est là que c'est pas compatible avec le bâtiment digital, parce que quelque chose de digital, c'est quelque chose qui va se vivre dans le temps et que forcément, il faut à la fois l'avoir prévu à la base, mais surtout, faut le faire vivre après. Et donc l'AMO Digital, lui, va prendre ce rôle-là et va accompagner tout au long du projet le preneur pour la partie smart. Il fait donc le lien entre les différents acteurs du bâtiment, de la phase programmation jusqu'à la phase exploitation et même encore après. Est-ce que Jacques, peut-être nouveau moi, métier. Je vais un petit peu faire une petite rétrospective. On en avait parlé déjà lorsqu'on avait fait le summit au Havre. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. On avait dit à la fin de cette session, AMO Smart, nouveau métier. Donc on en parlait déjà depuis. Il y a des choses qui sont bien passées. Il faut savoir que depuis, on a énormément de travail en AMO Smart. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des mots. Hein. On a de plus en plus de clients
donc qu'ils soient investisseurs, beaucoup de promoteurs, à ma grande surprise. Je pensais qu'on aurait beaucoup d'utilisateurs et finalement, c'est les promoteurs qui se réveillent un peu les premiers. Ils se rendent compte que concevoir le bâtiment avec un ADN smart, ça se prend vraiment très tôt. C'est-à-dire que plus on le prend tôt, et moins ça coûte. Quand on arrive sur des projets de BFA où on a des clients qui nous appellent au secours parce qu'ils savent pas trop comment faire en sorte que le bâtiment soit un peu intelligent, on arrive et c'est un petit peu pas trop tard, parce qu'on a toujours un peu rattrapé, mais on va on va aller dans l'AFTM, on va commencer à faire des modifications du cahier des charges. Donc c'est pour ça qu'en gros, c'est un nouveau métier parce que les interlocuteurs actuels interviennent que dans certaines phases, comme l'a dit Étienne, alors que l'AMO va pouvoir intervenir depuis le début du projet. Il va être un peu le garant entre le début et la fin du projet de la mise en œuvre des équipements digitaux permettant d'obtenir les services escomptés. Les services peuvent être divers et variés. On a un cahier des charges, donc c'est un petit peu la fonction qu'on va un petit peu expliquer tout à l'heure. C'est qu'on n'apporte pas une solution toute prête. On va écouter, chaque projet est différent, et on va se mettre en mode projet, on va accompagner le client, le maître d'ouvrage, dans la réalisation de son projet avec les composantes qui sont digitales. Donc c'est vraiment un nouveau métier, c'est un métier d'AMO classique, sauf qu'on va avoir la compétence du sachant, avec les différentes composantes qui vont être les techniques, l'architecture aussi, parce qu'on va intervenir aussi sur l'architectural, on pourra en parler tout à l'heure, parce que ça peut-être vous questionner, et principalement aussi l'IT, qui est un nouveau sujet, qui est de plus en plus important dans le projet immobilier, puisque jusqu'à présent, chacun vit dans son coin, entre la DSI et le projet. Aujourd'hui, on a forcément besoin de travailler ensemble, sinon ça fonctionne pas. Donc on en parlera notamment sur la partie commissioning, sur la partie réception fonctionnelle et plus réception classique. Voilà, j'ai appuyé sur je vais gérer les slides après. Donc on a donné la parole aux experts. La parole est au donneur d'ordre, au maître d'ouvrage. Comment vous percevez le besoin, ou pas le besoin d'ailleurs, de cette nouvelle fonction, de ce nouveau métier? Quelle est votre appréciation de ce nouveau métier? Delphine, je vais commencer par toi, qui est juste à côté de moi. Donc moi je suis en maîtrise d'ouvrage, donc en promotion immobilière. En fait on a abordé le smart pour évidemment délivrer une qualité de vie et des services d'abord dans nos immeubles de bureaux. Et en l'occurrence, l'objectif a d'abord été de dire on a changé de siège, et donc dans notre nouveau siège de faire un démonstrateur de ce que le smart pouvait apporter en termes d'usage, de confort, et on l'a associé aussi à un objectif de certification WELL. C'était vraiment dans un objectif et pour un usage de bien-être. Par contre, moi j'étais pas encore là, mais du coup les équipes ont effectivement fixé cet objectif alors qu'il y avait déjà l'immeuble était déjà défini, les cahiers des charges étaient lancés. Et donc, du coup, on s'est dit, on va chercher un intégrateur pour faire un Building Operating System et déployer une application. Finalement, ce qui a été vu, c'est l'application qui va servir les usages des occupants. Et voilà, donc, dans les faits, quand ça s'est commencé à se faire pour de vrai, il n'y avait donc pas d'AMO, c'était le directeur de projet qui n'avait jamais fait de Smart, en direct avec un intégrateur. Et donc, oui, ça pose clairement des difficultés de dernier moment. C'est un bâtiment d'un côté, de l'IT de l'autre. Et de ce fait, l'un attend l'autre. Finalement, il y a de nombreuses incompatibilités, de difficultés, d'incompréhension, beaucoup aussi, des besoins de l'un ou de l'autre. Ce qui fait que ça a été une expérience assez, je dirais, un petit peu difficile. Donc, coûteuse aussi. Donc, à partir de là, quand moi je suis arrivée, avant même vraiment cette implémentation, effectivement, moi je viens pas du tout de l'immobilier, moi je viens de l'IT, enfin de l'IT du digital et de l'innovation digitale dans les services. J'étais directrice d'innovation digitale à la Poste, donc vraiment j'étais loin de l'IMO. Mais voilà, j'étais vraiment très sensible aux spécificités de l'IT, et ce qui fait que je me suis tout de suite rapprochée de l'ASBA et pour effectivement nous dire comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer les spécificités. J'ai tout de suite trouvé dans R2S finalement un cadre de référence qui permettait d'expliquer et d'établir comment est-ce que le bâtiment
allait devoir s'adapter à l'IT. Et du coup, qu'est-ce que cela voulait dire dans la méthode de travail? Donc, dans la méthode de travail, c'est le lot, c'est le lot SMART, ce sont les cahiers des charges qui doivent être adaptés sur les lots techniques usuels, les nouveaux lots. Voilà, donc pour moi, j'ai utilisé l'AMO SMART finalement pour établir déjà de façon générique sur nos projets ce que ça voulait dire que d'avoir un cadre de référence et une méthode de travail. Et puis après, on a utilisé aussi des AMO, mais c'est vrai que c'était un peu chaque fois en pompier sur des cahiers des charges avec un bureau technique qui ne savait pas comment expliciter un besoin, ne serait-ce que d'un réseau SMART, un réseau IP dans un bâtiment, comment est-ce qu'on le gère. Les bureaux techniques n'avaient pas l'habitude d'en faire un cahier des charges spécifique. Voilà, donc du coup, on a eu un peu une approche pompier sur certains sujets. Et en parallèle, on a vraiment fait cette démarche pour nous aider à structurer, puisque finalement, c'est une formation pour nous, pour nos équipes, comment est-ce qu'on monte un projet. Et c'est aussi avec la SBA à amener un écosystème au Luxembourg avec Étienne, puisqu'on est à la SBA avec Étienne, à adopter ces nouvelles façons de travailler. Merci Delphine pour ce témoignage. Donc on voit c'est l'éveil de la conscience. Il y a un besoin qui est exprimé au début. On part avec une bonne intention à faire quelque chose de bien, de de confortable avec des services. Et puis chemin faisant, on se rend compte des difficultés qu'on rencontre et on ressent le besoin d'un accompagnement pour un petit peu cadrer, resserrer les boulons, donner un cap aussi et puis aider l'ensemble des parties prenantes à s'y retrouver dans un univers qui est un tout petit peu nouveau, en tout cas nouveau pour le bâtiment. Alors, Anne-Claire, vous avez une position un petit peu différente. Vous êtes aussi promoteur, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous gérez un patrimoine d'immeubles, donc de l'existant, de la rénovation, des nouveaux développements. Cette nouvelle fonction, comment vous la voyez, comment vous la percevez, en quoi peut-elle vous être utile? Alors nous, on est un peu les petits poussés de la table ronde. Effectivement, sur l'activité principale du groupe, société de gestion, donc on gère un patrimoine de SCPI qui, classiquement, historiquement, est un patrimoine qu'on achète, qu'on gère, qu'on vend. Donc c'est vrai qu'il y a moins cette logique de développement. On est en train de changer ces pratiques-là, de travailler sur un certain nombre de projets de redéveloppement d'actifs. Et puis évidemment, on se pose beaucoup la question, alors je ne l'ai pas précisé, mais on a un patrimoine majoritairement constitué de bureaux. Et donc évidemment, on se pose la question de comment faire évoluer un actif de bureau dans un contexte qu'on connaît, avec des clients et des locataires qui sont toujours plus demandeurs de services, de bien-être, de connectivité, de faire revenir des collaborateurs au sein de leur bureau. Donc cette dimension digitale et cette fonction d'AMO Smart, pour nous, elle nous semble assez clé, parce que c'est des questions qu'on commence à avoir notamment sur la logique d'expérience client. Donc nous, on part quand même beaucoup de l'usage, quels sont les services qu'on peut proposer, quels sont les usages qu'on peut proposer au sein des actifs qu'on a, comment on peut les repositionner. Et effectivement, cette notion digitale, pour nous, c'est pas la clé d'entrée, mais c'est comment ça va pouvoir faciliter en fait toutes ces questions-là. Et effectivement, après, de manière un peu plus globale, c'est comment articuler la notion d'impact environnemental, de RSE et de dimension digitale. On voit aujourd'hui on en parlait un petit peu avant avec Benjamin on a une nécessité aujourd'hui de collecter un nombre de données croissant. Alors, j'étais ce matin à la présentation de l'Afrexim, de la nouvelle grille commune des experts. Donc, il y a, de mémoire, il y a 19 critères. Donc, chacun a un peu son nombre de critères. Ce qui nécessite forcément d'avoir un système qui permet d'automatiser la collecte de données, de fiabiliser ces données-là, d'avoir des documents preuves associés, et donc mécaniquement, effectivement, d'avoir une logique qui permet de collecter un maximum d'informations de la part des bâtiments. La difficulté, c'est que tout ne se collecte pas à l'échelle du bâtiment, mais en fait, ça se collecte aussi de la part des parties prenantes, donc des property managers, des locataires, du quartier. Donc, il y a une vraie réflexion un peu globale à avoir sur cette notion à la fois de cartographie, de collecte, de mesure, parce que là, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a aussi cette logique de valorisation, de label ISR, de réglementation finance durable, et puis après, si on veut aller un pas plus loin, sur la logique de finance à impact, donc comment je démontre que j'ai de l'impact positif
en plus de réduire mes impacts négatifs. Et donc ça nécessite de structurer effectivement un modèle de données et donc de l'intégrer à l'échelle des bâtiments notamment. Voilà, merci Anne-Claire. On voit là déjà en l'espace de 10-15 minutes, en tirant le fil, on ouvre des portes. Jacques nous disait, la fonction elle est transversale dans le temps et c'est le fil d'Ariane du début jusqu'à la fin du projet. Vous nous dites c'est aussi multi-échelle, ça n'est pas que le bâtiment, mais son environnement, ses futurs occupants, enfin voilà, les cadres aussi réglementaires et plus généraux qui s'appliquent à nous. Voilà, c'est toutes ces portes qui sont ouvertes. On aura l'occasion, dans le courant de la table ronde, d'y revenir et d'approfondir un certain nombre de ces sujets-là. Benjamin, peut-être toi, tu as la profondeur historique la plus grande sur ce sujet-là, puisque tu as accompagné la SBA depuis le début presque. Donc, ces réflexions autour de l'arrivée du smart finalement dans le bâtiment, c'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Ça fait quelques années que tu t'es posé la question, que tu t'es confronté au sujet. Peut-être peux-je te poser la question, est-ce que les choses ont évolué en 10 ans? Quelle est ta vision aujourd'hui de cette fonction, son utilité, comment tu l'emploies? Enfin, voilà. Ou pas. Non, il y a 10 ans, effectivement, j'étais directeur des transitions environnementales pour le groupe ICAD, et donc j'ai défini la stratégie climat pour le groupe pour les 20 prochaines années. Et maintenant, je m'attelle à la mettre en œuvre. Et ce qu'on a inscrit il y a 10 ans dans la politique climat du groupe, on en parlait avec Anne-Claire, et c'est qu'elle a évoqué de manière très concrète dans la mise en œuvre de la grille Afrexim, qui est très bien faite, au passage, ou la haute, c'est la culture de l'impact. La culture de l'impact, c'est être conséquent dans tout ce que l'on fait et apporter aux équipes opérationnelles les outils qui leur permettent de minimiser leur impact ou que leur impact crée un impact positif. Un impact positif sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux sociétaux, bref, l'ensemble des enjeux qu'adresse l'ESG. Et pour améliorer cette culture de l'impact, il y a 10 ans, on s'est dit, la première chose à faire, c'est quand même de se créer un vocabulaire commun et de se comprendre quand on se parle. Et donc, on a organisé le rapprochement entre l'association HQE et l'association SBA pour se dire, finalement, mettons un cadre de référence commun qui permettait de se comprendre. C'était la brique essentielle de cette culture de l'impact. Ensuite, de ce vocabulaire commun, on en a créé des modes de preuve et on a décliné R2S depuis 10 ans dans ces différentes formes et ces cas d'usage qui se développent aujourd'hui. Là, des premiers pas. On a ensuite, de cette culture de l'impact, dit, OK, dans l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment, on a quand même, dans son analyse de cycle de vie, un impact carbone qui est majoritairement encapsulé dans son énergie grise, l'impact carbone de sa conception. Donc, on s'est attelé à organiser la maquette numérique du bâtiment, permettant de construire, développer un bâtiment, non plus avec une architecture copier-coller, CTRL-C, CTRL-V depuis 20 ans, mais d'avoir une intelligence de construction qui permettait d'avoir des dispositifs de construction attelant à la fois la construction bas carbone, la construction ex situ et autres. Et donc, l'architecture BIM s'est mise en place il y a à peu près 5 ans, avec des nouvelles missions, des nouvelles responsabilités des MO BIM. Et tout cela a été très bien, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui une physionomie du bâtiment parfaitement tenue, une anatomie de ce bâtiment de plus performante qu'il soit, avec un impact carbone qui, grâce à des labels comme BBCA, est organisé aujourd'hui dans la réglementation environnementale, du meilleur impact. En tout cas, une promesse à la construction qui est excellente. De cette anatomie, parfaitement comprise dans la maquette BIM avec des AMO BIM et dans des lots organisés, il faut y comprendre maintenant la physiologie. La physiologie, c'est pas le tout de comprendre l'anatomie d'un corps humain pour savoir s'il fonctionne bien. Il s'agit de savoir comment ce corps humain fonctionne et comment on peut en extraire la meilleure performance qui soit. On n'est pas tous Kylian Mbappé, mais pour autant, son anatomie lui permet d'avoir, finalement, la meilleure performance. Et c'est, finalement, son état d'esprit, la manière dont il sait utiliser et mettre à profit sa performance qui lui permet d'être à ce niveau-là d'atteinte. Et c'est là où l'AMO Smart, finalement, il apporte, et c'est une excellente nouvelle aujourd'hui, à l'heure où on est aujourd'hui, de compléter cette compréhension de l'anatomie, de la performance intrinsèque du bâtiment, de ses qualités, de pouvoir tirer le plein potentiel de sa qualité intrinsèque et donc de pouvoir maximiser son impact en exploitation. Le lot Smart aujourd'hui, le lot IT globalement en analyse du cycle de vie dans la RE, c'est à peu près 0,2%, c'est-à-dire en impact carbone. Mais ces 0,2%, ils impactent 30% en analyse du cycle de vie de l'impact environnemental.
Donc, il est fondamental que dans la compréhension et que le conseil apporté par le Digital Advisor, il ait une responsabilité importante sur 30% de l'impact carbone sur la durée de vie du bâtiment. Et c'est ces 30%-là qu'on adresse aujourd'hui. Donc, il est une très bonne nouvelle que de pouvoir faire mieux, de pouvoir faire moins, de pouvoir faire plus, de le faire ensemble et que l'AMO Smart, comme illustrait Jacques au départ, puisse orchestrer finalement cette collaboration, cette coopération entre les acteurs du bâtiment pour en tirer finalement la meilleure performance. Donc cette culture de l'impact, comme on l'évoquait, elle se décline et aujourd'hui elle est sur toute la chaîne de valeur du bâtiment. Donc la culture de l'impact, la culture de la performance, et donc l'AMO, si je résume, c'est le coach et l'entraîneur. Alors, pour reprendre ton analogie au football. L'adversité, c'est toujours le triptyque nature, technologie et environnement. Si l'homme ne maîtrise pas la technologie, il vient la servir. Et on devient servi la technologie. Donc l'homme, il est là pour se servir de la technologie au service de lui-même et au service de l'environnement. Et donc c'est bien le rôle de Digital Advisor, se servir de la technologie. Et être au service de la technologie, c'est bien pour question de l'homme et de l'environnement. Donc on est au cœur de cela. Et c'est tout à fait passionnant que de vivre ce moment-là tous ensemble et que chacun d'entre vous soit acteur finalement de ce moment de transformation, charnière fondamentale de la transformation du bâtiment vers des bâtiments qui soient conscients, humains, solidaires. Et c'était le sous-titre de la charte du bâtiment connecté, solidaire et humain qu'on a signé il y a 10 ans maintenant. 2017. Quelques années, oh là là, oui, avec Julien de Normandie. Bâtiment conscient, solidaire et humain. Et ça, c'était... Très bien. Un triptyque que l'on garde en tête. Merci pour cette vision perspective. Alors, on a vu qu'il y avait un sujet, tant mieux, sinon la table ronde était terminée s'il n'y avait pas de sujet. Donc, il y a à la fois un sujet, c'est-à-dire qu'il y a une conscience d'un besoin de la part de ceux qui conduisent les projets, à quelque niveau qu'ils soient, qui conduisent les projets, qui exploitent et gèrent le patrimoine. Donc je voudrais, dans cette deuxième partie de la table ronde, qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce que fait véritablement cet AMO Smart. Donc je vais redonner la parole aux Digital Advisors pour qu'ils nous expliquent un peu leur métier. Donc Jacques, si tu veux bien commencer, c'est quoi ton métier ? Notre métier, on a un bagage technique qui est indispensable, mais en fait, je vais un petit peu vous décevoir, parce qu'en fait, le premier avantage qu'on doit avoir, c'est être capable de communiquer avec toutes les parties prenantes. Si vous n'avez pas ça, vous avez tout faux, parce qu'en fait, vous allez vous retrouver à être en arbitrage de conflits qui sont systématiques dans les organisations silos, dans les projets qu'on voit de tous les jours. Je vois que ça acquiesce dans le public, donc c'est bien, je suis à la bonne piste. Et en fait, on va se retrouver avec l'IT qui ne voudra pas être la personne qui a l'immobilier, et vice-versa. Et donc, en fait, à partir du moment où on doit commencer à rentrer sur un projet, souvent on rentre par une petite mission de conception, c'est une petite mission qui est très raisonnable, et on doit prouver à l'IT qu'on va être capable de s'imprégner de leur système d'information, de leurs règles, pour être capable de les traduire dans le projet immobilier. Donc, on va plutôt qu'être un adversaire, on va être un partenaire. Dès qu'on a gagné ça, on a tout gagné, parce qu'après, on va rentrer dans la logique, on fera des réunions, on fait systématiquement plusieurs réunions par semaine dans un projet d'envergure, réunion avec l'IT, réunion avec l'immobilier, réunion avec le FM ou le PM. Et en fait, quand on fait ça, on met tout le monde autour de la table, ils se parlent jamais en général. Donc, et on se rend compte que même au niveau budgétaire, c'est très intéressant parce qu'on arrive à faire des vases communicants, on arrive à optimiser les coûts et faire passer le smart comme quelque chose d'anodin en termes de dépenses, alors qu'au départ, la première réaction des gens, des clients, c'est encore un truc qui va nous coûter une fortune. En fait, c'est totalement faux. Quand on est capable de faire un peu d'économie de la construction à l'échelle de la tech, on se rend compte que ça coûte le même prix, c'est quasiment le même prix. Un promoteur achètera une GTB le même prix, quelle qu'elle soit. Il suffit d'avoir écrit le cahier des charges correctement pour qu'elle achète ce qu'il faut. Donc, quand on a vu ça, après, on a des références, track record, comme on dit, on explique aux clients par des cas d'usage comment que ça fonctionne. Ça parle aux clients quand on l'explique sur les cas concrets. Et en fait, on va aborder le sujet. On doit d'abord être transverse. Donc, il faut effectivement avoir une base en informatique, sinon ça marche pas. Il faut avoir une base en construction, même en architecture. Je parlais tout à l'heure de l'architecture, quand on doit, en mobilier, quand on doit mettre une prise USB sur un fauteuil, si on met une prise USB de 3 watts, expérience utilisateur, elle est pas terrible, parce que maintenant, les smartphones, ils consomment un peu plus. Toutes ces prérogatives font que l'AMO Smart, il va lire tout le cahier des charges. Il va commenter tout le cahier des charges. Alors, ça ira très vite sur un chapitre, et ça devra être beaucoup plus pointu sur les lots qui sont les lots CVC, les lots courant faible, les lots GTB.
Et on va pouvoir mettre un petit peu d'interopérabilité dans les cahiers des charges, sortir, donc Étienne en parlera tout à l'heure, vers un lot digital, un lot smart, qui est un but, objectivement, hein, et qui va permettre donc de tirer profit de cette transversalité, et pour que le bâtiment il soit vraiment codé avec du numérique. Très bien. Alors, avant d'aller dans ces lots, et donc le découpage entre les fonctions, finalement, je veux rebondir sur ce que tu disais pour donner la parole à Étienne. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans tes missions de Smart? Alors, c'est pas AMO Smart, toi, t'es bureau d'études de Smart. C'est quoi la différence? Donc, tu l'as un peu expliqué tout à l'heure. Si tu pouvais approfondir et qu'on comprenne bien les différences entre ces différents métiers. Effectivement, nous, en tant que bureau d'études, on va produire le bordereau. Mais l'architecture globale de tous ces bordereaux-là seront à définir par l'AMO Smart. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de mettre en place une infrastructure digitale et d'en faire un lot complet qu'on peut appeler un lot digital, un lot smart. Le nom importe peu, vraiment ce qui est important, c'est qu'on prévoit le fond et qui est cette infrastructure sur le réseau IP. Pour permettre plus tard de rajouter des nouvelles fonctionnalités qui sont peut-être pas encore connues aujourd'hui, mais qui seront forcément compatibles avec cette technologie-là. C'est de faire un terreau fertile pour le futur. C'est un choc de culture, hein, parce que faut faire très attention. Pardon de vous questionner, parce que le faire un lot smart, mais qu'est-ce que vous mettez dans ce lot? Il y a quoi dedans? Dans ce lot, il y a toute l'architecture IP, toutes les demandes, et c'est en lien forcément avec la DSI, puisqu'il y a un besoin de sécurité. La DSI, je vais jouer mon questionneur. La DSI de qui? Il n'y a pas toujours une DSI dans un projet immobilier. Je pense que lorsque Delphine construit un nouveau bâtiment pour des clients qu'elle ne connaît pas, on parle de la DSI du futur client qu'elle ne connaît pas, de la DSI d'ICO qui n'est peut-être pas impliquée dans le développement immobilier. De quelle DSI parle-t-on? Plusieurs, celle qui va gérer le bâtiment, la DSI donc de gestionnaire, mais aussi des futurs preneurs. Et même si aujourd'hui on va pas forcément définir la totalité des systèmes, c'est de prévoir cette flexibilité pour le futur, le jour où le preneur sera connu et lui aura des exigences peut-être particulières et spécifiques. Je crois que Delphine, tu es confronté à ce problème-là que je souligne, parce que tu n'as pas de DSI au tout début du projet et tu as réussi à trouver un moyen quand même de t'y préparer. Est-ce que tu peux nous dire là, ton Smart Ready? Oui, en fait, c'est constituer une infrastructure qui va permettre effectivement le déploiement des services en fonction des attentes des preneurs et des occupants. Donc en fait, moi j'ai découvert cette complexité, effectivement, preneur, occupant, promoteur, et où à la fois il faut se projeter bien évidemment sur les usages et les attentes de mes occupants au final, mais aussi des enjeux et des objectifs du preneur, donc de l'asset manager qui va acheter le bien. Et donc, de ce fait, ce qui était essentiel, mais bon, c'est vraiment justement le cadre R2S et vraiment complètement s'appuie dessus, c'est concevoir une architecture IT ouverte, notamment le groupe de travail sur les API est essentiel. Voilà, c'est vraiment d'avoir cette architecture ouverte qui va permettre du coup d'avoir une évolutivité. Donc c'est vrai que nous on l'a travaillé même en 2 étapes, avoir d'abord ce qu'on a appelé le core and shell, c'est-à-dire d'avoir une infrastructure ouverte au niveau, je dirais, des techniques socles du bâtiment, pouvoir dès qu'on a un preneur ou un occupant en vue, se positionner ou pas en lui proposant une infrastructure de Building Operating System pour déployer un ensemble de services disponibles. Et là, on appelle ça effectivement notre infrastructure en Smart Ready. Voilà, mais c'est une offre en constitution, en création, pour nous adapter au tempo en fait de la commercialisation. Donc, une brique qui est donc l'infrastructure de réseau, on va dire de communication, et une deuxième brique après qui est une infrastructure logicielle pour structurer, organiser les données qui elles-mêmes vont servir à déployer des services. Je vais me tourner vers l'asset manager. Est-ce que vous êtes sensible finalement, vous qui potentiellement faites l'acquisition
de bâtiments qu'il ait une dimension smart, c'est-à-dire qu'il y ait une infrastructure informatique dedans, des éléments qu'on qualifie de smart. Est-ce que vous êtes sensible? Est-ce que dans ce cas-là, vous l'achetez plus ou moins cher en fonction du degré de smartitude de votre asset? Alors, la grille de la Frexim prend en compte le sujet du label, des labels. Je suis pas sûre il faut que je me rappelle, mais du R2S ou du WordScore. Donc, ça ouvre encore un autre sujet de grille et de valeur digitale finalement des bâtiments. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on fait par exemple des due diligence spécifiques sur les sujets techniques, sur les sujets ESG. On n'a pas aujourd'hui de due diligence sur la partie digitale, mais c'est un point qu'on peut effectivement, qu'on va pouvoir creuser. Et pourtant, ça existe. Hein. Voilà. En revanche, ce qu'on regarde, et c'est un peu la première étape de l'analyse, c'est effectivement ce qui existe en termes de labellisation. Et là, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les actifs qu'on regarde à l'achat sont labellisés, WireScore, R2S, etc. Donc, on sent qu'il y a quand même aujourd'hui sur le marché des actifs qui sont déjà assez matures pour émerger et avoir ces labels-là. Donc, c'est un peu l'étape zéro du sujet. En revanche, ce qu'on regarde, nous, parce qu'on a aussi une logique de pouvoir industrialiser au-delà de l'achat la labellisation d'un certain nombre d'actifs, donc de la même façon qu'on a des logiques de certification sur du BREEAM In-Use, par exemple, sur le sujet plus purement environnemental, la question se pose si on n'a pas une stratégie de labellisation des actifs sur d'autres labels, plutôt sur la connectivité, ou en tout cas l'enjeu de services digitaux. On a besoin, nous, de savoir ce que veulent les locataires. Et pour ça, on a une direction grand compte qui s'est créée cette année, alors il y a un an, qui vise à collecter régulièrement les besoins des locataires, qui aujourd'hui nous remontent quand même spécifiquement des sujets qui sont liés à la performance environnementale et aux services qui sont associés. Donc je parle beaucoup des sujets d'accessibilité vélo, de services de recharge électrique, etc. On a aussi beaucoup le socle serviciel. Comment finalement j'arrive à attirer mes collaborateurs grâce à du service qui permet de relier. La notion de pure, on va dire, accessibilité digitale ou connectivité, elle n'est pas exprimée en tant que telle, mais parce que je pense qu'elle est assez nouvelle. En revanche, elle peut être exprimée lors de désagréments, de mauvaise connectivité, de complexité à avoir une fluidité dans la connectivité de ces services, dans la connectivité de ces de ces appareils, ou en tout cas une connectivité mauvaise à l'échelle du bâtiment. Donc on peut le retrouver plutôt dans un côté désagrément, demande d'intervention, mais sur l'expression, on va dire volontaire, ça ressort quand même, en tout cas sur ce qu'on a vu il y a peut-être 1 ou 2 ans, pas encore spontanément. En revanche, si on pose la question, on va dire plus fermée, évidemment que ça va ressortir. Remonter. Et donc là, on va devoir mettre en place une stratégie qui va viser à répondre à ce besoin-là pour fidéliser nos locataires et effectivement maintenir, voire augmenter la valeur des actifs, puisque les locataires seront plus satisfaits de l'expérience digitale qu'ils pourront avoir dans leur bâtiment. D'accord, merci. Donc, on n'est pas encore à la notoriété spontanée, à la demande spontanée, mais c'est une demande assistée, on va dire. C'est une prise de conscience qui est là. Quand on pointe du doigt, on voit ce que ça peut apporter et on voit le manque que ça peut générer si on ne l'a pas. Mais, des choses. Alors, c'est un petit peu différent, d'ailleurs, de ce qu'on peut constater aux États-Unis. Il y a une étude récente qui a été publiée aujourd'hui. 1 millier de directions immobilières américaines, désolé, ont été interrogés. Plus de 80% ont estimé que les services smart étaient un facteur de succès de leur patrimoine immobilier et 90% un facteur d'attractivité pour leurs employés. Donc ils sont un petit peu en avance par rapport à nous, les Américains, pour ce coup-là, mais ça arrive quand même progressivement, c'est ce que j'entends. Benjamin, parce que toi maintenant tu exploites des bâtiments quelque part, donc je dirais l'after effect quelque part du smart. Bah oui, l'after effect, c'est-à-dire qu'il y a des gens intelligents qui t'ont mis plein de trucs vraiment smart dans ton bâtiment et toi tu dois t'assurer que ça fonctionne correctement
et c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, quel est ton retour d'expérience? Comment tu saisis le problème et quels sont les conseils que tu pourrais donner à ceux qui n'en sont pas encore là finalement? Oui. Le Digital Advisor comme enabler de la performance, oui, et je crois que c'est parce qu'il y a une maturité de cette question-là au niveau américain, ils arrivent à se servir de cette technologie pour la performance environnementale du bâti, pour la performance d'usage, l'expérience utilisateur, on l'a énuméré, qu'ils mettent cette priorité et ils l'ont compris. On a, nous, en France, dans les expériences récentes, on sait livrer un objet. On sait livrer un objet, on sait livrer un matériel, un équipement et autres. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, on sait très bien le faire. On sait même réceptionner la moindre raflure de peinture, on sait parfaitement le documenter, le traiter en GPA et autres. Ça, c'est parfait. Ce qu'on ne sait pas faire, et ce qu'on doit apprendre à faire, c'est comment on livre justement le service qui permet de développer cette performance, cette expérience, ce meilleur impact. Et réceptionner un service, ça veut dire qu'on doit savoir ce que l'on attend comme service, et donc le documenter en tant que maître d'ouvrage et investisseur, de savoir quel service on attend, de savoir écrire à la fois dans les DCE et dans toute la documentation, les contrats, ce qu'il doit être dimensionné comme service pour être réceptionné. Ensuite, la manière dont le Digital Advisor doit les réceptionner ces services et les documenter en termes assurantiels au même titre qu'une GPA ou voire une DO. Et ça, on en est très loin. On en est très loin d'avoir des maquettes numériques livrées 6 mois après la réception du bâtiment. Tout le monde trouve ça très bien. Heureusement qu'elle se paye sur sa phase et autres. N'empêche que ça pose un problème quand on ne peut pas la considérer en termes assurantiels comme étant recevable au titre d'une GPA ou d'une année de parfait achèvement ou que sais-je encore. Donc ça, on a un vrai progrès à avoir sur ces questions-là. Et dès que l'on aura organisé de manière plus claire dans un programme, dans la rédaction d'un DCE ou dans les actes de réception, à la fois en OPR, OPL et dans les actes de réception considérés des défauts de fonctionnement ou des défaillances de service que décrivait Anne-Claire, c'est-à-dire comme étant essentiels, oui, là, on aura vraiment atteint un vrai progrès de dire, oui, les services numériques attendus par le bâtiment servent à quelque chose. Comme ils servent à quelque chose, ils sont réceptionnés en tant que tels et ils créent leur impact, que je décrivais tout à l'heure, et ils créent leur performance. C'est un peu la chaîne. Et donc, quand on aura résolu cela, je pense qu'après, il s'ouvrira vraiment, pour l'utilisateur final, une autre manière de voir le bâtiment, comme un bâtiment qui soit utile, qui soit responsable, qui soit fidèle à ses propres engagements. Quand l'utilisateur, il doit être témoin et porteur de ses propres engagements et de sa propre performance. Nous, c'est ce qu'on attend. C'est-à-dire que les bâtiments que l'on développe, et notamment pour ICAD, en ce qui concerne l'immobilier de santé, on comprend bien que quand on développe un immobilier de santé avec l'intégration de l'OSmart, ce qu'on attend, c'est que, à la fois dans nos EHPAD, que dans les cliniques, dans les hôpitaux que l'on développe, les bâtiments soient performants. C'est-à-dire que quand vous rentrez avec une pathologie ou quand vous y entrez, vous vous sentez mieux. Et donc cette performance au service d'usage, elle prend sa quintessence dans l'immobilier de santé, et c'est bien par l'usage, après on parlait de ces lots smart, donc au service, encore une fois, de la performance pour l'humain et l'environnement. Donc c'est un des enjeux que l'on doit avoir, enabler de la performance, dans le Digital Advisor, c'est-à-dire comment on introduit au même rang que la qualité d'un ouvrage exécuté, le rang de la qualité du service rendu au bâtiment. Et ça, on doit le documenter, on doit le faire. C'est des progrès au sein de la SBA sur lesquels on travaille, au service à la fois du territoire, au service du bâtiment tertiaire et au service du résidentiel. On est tous égaux sur le même sujet, on a tous à affronter finalement cette nouvelle manière de voir les choses. Ce que j'entends, Benjamin, c'est que c'est donc un point non encore complètement résolu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Jacques, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut aider Benjamin à résoudre ce point particulier? Il y a 2 choses dans ce qu'a dit Benjamin qui sont très intéressantes. La première, c'est qu'on se rend compte que les bailleurs, ceux qui vont construire le bâtiment, ils vont pas se rendre compte forcément tout de suite de l'utilité d'avoir du smart, même ready ou pas ready d'ailleurs. Et c'est parce que certains preneurs vont avoir cette démarche et qui vont, au niveau des opérations de livraison ou de réception, se rendre compte qu'ils ont une liste de 10 000 réserves fonctionnelles et que ça coûte beaucoup d'argent aux bailleurs de remettre en état le bâtiment pendant la phase entrepreneur. Ça coûte vraiment des sommes astronomiques. Ils vont prendre conscience de la nécessité de le faire avant. Et je pense que s'il n'y a pas ce rapport de force entre les preneurs qui se seront équipés et se seront fait accompagner dans les modes digitaux par rapport à des bailleurs,
la prise de conscience sera un petit peu plus rapide, parce qu'on a quand même beau dire, l'aspect financier joue quand même pas mal dans la dynamique de prise de conscience. Et le deuxième sujet qui a été évoqué, c'est la partie formation. On n'en parle pas souvent, mais demain, un bâtiment smart, il se pilote pas du tout de la même manière qu'un bâtiment classique. Et quand on a compris ça au niveau PM ou FM, on commence à avoir une petite piste de progression, parce que former les équipes, ça prend du temps. Et avoir des équipes capables de piloter, faire de la maintenance prédictive ou même de piloter les outils hyper sophistiqués que nous vendent nos constructeurs préférés, hein, n'est-ce pas, Benjamin? C'est des fois pas forcément évident. Donc, donc voilà, les deux remarques que je pouvais faire. Donc il y a un gros travail et on a un petit côté formation. On fait de la communication, on fait de la formation. J'ai fait il y a pas longtemps avec Robin, il va être dans l'assemblée, des opérations de réception chez un client. On s'est rendu compte que ils ont livré des stores. Quand on appuie sur un bouton, il y a un store qui monte, l'autre qui descend. Ça veut dire qu'ils ont vérifié que le matériel était dans l'armoire, mais ils ont jamais fait les essais, quoi. Donc on a rigolé parce qu'on va le résoudre. Mais ça veut dire que c'est pas encore rentré dans les mœurs, quoi. C'est tout ça. Et juste pour compléter, c'est qu'on a changé la manière dont on réceptionne un bâtiment dans ce moment critique de la réception. Mais tu as raison, on doit aussi réfléchir à des business models qui permettent à des FM à avoir une valeur qui ne soit pas simplement énumérée à l'euro de l'heure exécutée ou à l'euro de l'heure de prestation de maintenance exécutée, mais avoir un cadre dans lequel, en fait, on a une rémunération différente, qui permettent aussi, dans une juste rémunération, une montée en compétences sur des nouveaux sujets. On parle de la cybersécurité, avec quand même une adversité auquel on doit faire face. Mais moi, je suis surpris, quand on met notre politique d'assurance sécurité, aujourd'hui, on est dans nos rationnels d'euros de l'heure en contrat FM. Il faut changer aussi notre manière et notre approche qu'on a à rédiger les contrats. Et comme de la même manière qu'on a intégré les questions environnementales depuis 10 ans, pas dans tous les contrats, même nous, on met au titre du bail, intégrons ces questions du smart et du digital dans les contrats. Et dès lors qu'on l'aura intégré dans les contrats, dans une relation gagnant-gagnant entre les parties, on arrivera, je pense, à justement soutenir la montée en compétences, soutenir la formation que tu évoques. Incentiver les contrats sur le service rendu et non plus sur les économies réalisées. Parce qu'à l'euro de l'heure, c'est la paupérisation de fonctions d'exploitation maintenance. Et cette paupérisation, c'est une très grande difficulté à créer de l'emploi qualifié, à créer de l'emploi qui crée de la valeur. Et c'est problématique. On n'a pas encore toutes les solutions et clés dessus, mais en tout cas, on comprend qu'il y a un sujet quand on réceptionne des bâtiments de la qualité que l'on a aujourd'hui. Et ce que j'entends, c'est que finalement, la fonction de mainteneur est en train d'évoluer. Alors qu'il faut mieux la rémunérer pour qu'elle lui permette d'évoluer, mais qu'on n'est plus uniquement dans une fonction de maintenance curative, mais qu'on devient dans une fonction d'infogérance au sens complet du terme, avec l'administration des systèmes, le maintien en condition opérationnelle, qui est une mission beaucoup plus globale, qui est nécessaire lorsqu'on a des systèmes informatique complexe, qui est le cas lorsqu'on livre un bâtiment smart. On a des systèmes informatiques complexes, un réseau informatique c'est complexe, un building operating system c'est complexe aussi, ça s'administre et ça nécessite d'avoir cette fonction prise en compte dans la phase d'exploitation du bâtiment et rémunérée. Donc on est heureux, enfin je pense qu'on est plusieurs dans la salle, heureux d'entendre dire de la part d'une foncière qui donneur d'ordre finalement sur ces contrats de FM que cette réflexion est nécessaire et utile. Mais c'est aussi un challenge. La réponse n'est pas forcément évidente. Quand on met notre politique d'assurance cybersécurité dans nos nouveaux marchés, la réponse c'est que c'est offert, c'est inclus. Non, je dis pas que c'est inclus. Ça ne peut pas être offert. Ça veut dire que vous n'avez pas compris le sujet. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réponse proportionnée à avoir, documentée, créer des coopérations entre acteurs pour y apporter une réponse documentée. Quand on a à gérer sur l'immeuble Origine qui fait 60 000 m², 1279 switches Cisco dans des licences Gold et autres, je peux vous dire que pour un mainteneur, ça s'administre. D'organiser la mise à jour de firmware sur 350 RPC un même jour, parce que tout à coup, de manière brutale, en disant c'est mandatory, il faut absolument mettre à jour le firmware 1.1. On a tous une version 16.1 à mettre à jour sur nos smartphones. C'est à mettre à jour de manière urgente. J'ai eu un message tout à l'heure qui m'a dit attention, il faut que tu mettes à jour ton téléphone aujourd'hui. Si c'est la même chose qui arrive sur un bâtiment, et ça arrive. Ça m'est arrivé la semaine dernière où on a mis à jour une version de firmware de 1.1, 1.2. Je veux dire, quand vous dites ça à votre mainteneur, il regarde les grands yeux, il dit
Et donc, il y a cette agilité, cette finesse, cette dynamique à mettre en place. Et c'est un sujet de formation qui est tout à fait essentiel et qu'on doit adresser. Et c'est vrai que c'est une responsabilité de maîtrise d'ouvrage, de responsabilité des équipes achats, mais c'est une responsabilité aussi collective que de pouvoir avoir des réponses qui, à des sollicitations de ce niveau, soient documentées, étayées et financées. Voilà, parce qu'il y a une économie à trouver et on n'a pas, encore une fois, de La question que tu poses, c'est qui paye finalement cette valeur ajoutée En complémentaire? tout cas, si c'est offert, c'est que ça n'a pas d'impact. Mais moi, dire à un assureur en cybersécurité, bah, écoutez, c'est zéro, Mais c'est presque peut-être un peu être excessif en disant que la crise énergétique et du coût de l'énergie aujourd'hui, c'est presque une chance parce qu'en fait, oui, tout à fait. l'intelligence nécessaire à faire les économies va coûter moins cher que l'énergie. Donc jusqu'à présent, on dépensait son compter. Maintenant que ça coûte très cher, on va dire tiens, et si on réfléchissait à économiser? Et ça peut être un levier assez important pour faire monter le niveau des compétences dans les bâtiments. Clair, hein, c'est l'indisponibilité du service qui crée cette Exactement. valeur. Vous savez, c'est comme un bâtiment non green finalement, et aujourd'hui, en discount, à niveau Afrexim, on l'évoquait, ou alors dans son financement, ses qualités de refinancement, green bond ou sur la plateforme financière, l'indisponibilité de connectivité d'un bâtiment ou son indisponibilité suite à une cyberattaque attaque dans les hôpitaux récents, tout de suite, ça crée une valeur. Et c'est cette valeur d'indisponibilité qui crée finalement un modèle économique où, pour nous, en termes d'investisseurs, une réalité du coût nécessaire pour avoir un bâtiment qui soit mis en qualité et sur sa durée, exploité sur sa durée. Et c'est quelque chose qui doit aujourd'hui être, auquel on est tous confrontés, hein, et dans les échanges qu'on peut avoir au quotidien, c'est des échanges et des arguments, contre-arguments et autres. C'est pas forcément évident, mais on a bien conscience qu'on ne peut pas rester dans cette paupérisation d'une fonction exploitation maintenance, c'est sûr. Alors merci pour ce témoignage. Je voudrais revenir un petit peu sur la fonction Digital Advisor. On voit que cette introduction du smart dans vos ouvrages au moment de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation, ça pose des nouveaux problèmes qui ne sont pas simples, on vient de les entendre. Ma question, elle est très très bête et très très simple. En tant que donneur d'ordre, vous sentez-vous suffisamment bien accompagné? Trouvez-vous les ressources nécessaires pour vous aider à surmonter ces difficultés? Oui, non. Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment l'ensemble des acteurs de la chaîne pourraient se transformer pour vous aider? Voilà, je démarre pas. Pardon, par Delphine. Est-ce que tu sens que la filière est prête à t'accompagner? S'il y a encore des progrès à faire Nous, on est en cours. Hein. Ouais. Je veux dire, vraiment, on apprend en marchant. Le Luxembourg, on a créé la SBA il y a 1 an. En fait, pour moi, ça allait de pair. C'est-à-dire que si je voulais qu'on puisse déployer du smart dans nos bâtiments, il nous fallait renforcer la filière, nous appuyer sur les bureaux d'études. Et finalement, d'une certaine façon, Étienne a organisé des groupes de travail pour travailler sur le cadre de référence. Et bien, voilà, il y a quand même eu 2 groupes de travail avec, je sais pas, il y a au moins une vingtaine d'acteurs qui se sont mobilisés des bureaux d'études et donc qui se forment sur le tas. Il y a eu des formations aussi qu'on s'est organisées. Donc, moi, je parle d'un petit pays où, du coup, comment est-ce que effectivement les acteurs et la chaîne de valeur se mobilisent. Donc, voilà, on a besoin évidemment encore d'être accompagné par les experts. Voilà, le SBA France est quand même beaucoup plus en avance. Hein, donc c'est clair que aujourd'hui on a des AMO en phase de conception, mais du coup c'est comment elle se décline ça au niveau de l'exécution. Voilà, donc maintenant il faut former pas que les bureaux d'études, c'est aussi trouver les bons intégrateurs. Maintenant on va parler des électriciens, voilà et donc là, plus on descend, je dirais, dans l'exécution. Les entrepreneurs aussi, aujourd'hui les entrepreneurs, on envoie un cahier des charges super bien fait en office, on a tout fait pour coller les API ouverts, tout, etc. 4 entrepreneurs, tous les 4, c'est une ligne, hop, je t'ai mis la GTC qui va bien, quoi. Donc on était complètement stupéfaits, on s'est dit, bon, on n'a pas été compris, on n'a pas été entendu. Donc ça veut dire qu'on en a besoin effectivement d'un AMO qui aille à chaque étape, finalement, alors qu'au départ, on avait dit, une fois qu'on a les cahiers des charges, ça va bien se passer. En fait, à chaque étape, faut aller rechercher, faut rechallenger avec une connaissance approfondie du métier et cette maîtrise de l'expertise IT. Donc,
oui, je pense qu'on va être accompagné encore longtemps. Et en même temps, on doit aussi faire ce travail en interne au niveau du pays de formation de l'écosystème et de mobilisation. Merci Delphine. Jacques, est-ce que l'écosystème est prêt à ton avis? J'ai fait dire de toute façon spontanée, je vais aller travailler au Luxembourg. Je l'ai pas dit, mais parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, on a encore beaucoup plus de travail. Alors effectivement, on a effectivement des projets sur lesquels ça fonctionne. Alors il va falloir convaincre le client que mettre un seul réseau avec une équipe qui va devoir prendre une ressource externe pour gérer le réseau. Parce qu'avant on branchait, ça marchait entre guillemets. Aujourd'hui, si on branche, ça marche pas, parce qu'on a des VLAN, on a plein de choses qui font que, il faut pas mettre n'importe quoi, dans n'importe quelle prise. Donc, on dit, mais je sais pas faire, mes équipes savent pas faire. Donc, nous, on a effectivement un rôle de conseil pour les orienter vers des partenaires qui savent faire. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui savent bien faire. Et on se retrouve, bon an, mal an, à mettre en place des listes de sociétés compétentes qui vont avoir, bien sûr, les constructeurs savent faire, mais en fait, on trouve toujours des gens qui font comme le constructeur, mais pas forcément aussi bien. Donc, on a tout ce petit challenge entre le prix, le coût et le résultat, qui fait que derrière, je prends un autre exemple. Il y a quelques années, on pouvait pas imaginer qu'on ait besoin de data scientist au sein des équipes de la direction de l'environnement de travail. On dit, mais c'est quoi ce métier? Je dis, parce que si vous mettez 15 000 points par jour de data et que vous n'avez personne pour cruncher la data, faites pas l'investissement, ça sert à rien. Et maintenant, ils se disent, tiens, il a raison, parce que du coup, on a des stockages qui servent à rien, on n'est pas capable d'exploiter le data lake Power BI qu'il y avait derrière, etc. Donc, ce sont des métiers qui changent, des nouveaux métiers qui arrivent, et il faut habituer dans les nouveaux process de mettre en œuvre ces sociétés. Une société de cybersécurité, elles existent déjà, elles travaillent pour les IT, il faut juste qu'on leur demande de travailler pour le bâtiment. Ils savent faire, c'est les mêmes produits, c'est les mêmes process, et les contrats sont nettement moins onéreux. Donc en fait, notre rôle, c'est de l'expliquer et de le réexpliquer aux clients et de montrer des cas d'usage. Vous avez un tel, votre concurrent, il l'a déjà fait. Et là, ça commence à marcher. Parce qu'on est toujours en milieu, il y a toujours 10% de leaders et 90% de suiveurs, donc c'est classique. Donc, et ça commence à prendre, sauf qu'effectivement, on a un gros travail de persuasion, d'apporter les preuves que ça règle quelque chose. Notre rôle, si je peux me permettre, notre rôle, c'est de faire dialoguer l'informaticien et l'électricien. Parce que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Les deux sont indispensables dans le bâtiment. Mon discours classique, c'est ça. Vous savez, on fait que copier ce que fait l'informatique depuis des années sur le bâtiment. Si vous voulez pas qu'on soit comme un centre hospitalier hacké un jour, ou comme l'usine américaine de poulet, où ils ont pris le contrôle distant des frigos, ils ont demandé $42 000 de rançon, là. Un truc, personne n'en parle. 92% d'entreprises ont été hackées au moins une fois, mais ils s'en vendent pas. Donc on leur dit, c'est un risque. Alors les banques suivent, les assurances suivent. C'est quand même beaucoup de pertes de production si jamais il y a un problème, et ça commence à prendre. Donc on a des retours. Il faudrait on commence à avoir un peu de boulot, quoi. Donc c'est plutôt positif. Bon, je voudrais qu'on laisse un petit peu de temps aussi aux questions de la salle. Pour faire un dernier tour de table, je voudrais qu'on termine sur le sujet. Alors je pose le débat en termes contradictoires de sciemment. Est-ce que le développement durable, donc le green, on va dire, et le smart, c'est quoi? C'est meilleurs ennemis, meilleurs amis, je t'aime moi non plus, l'indifférence totale. Comment vous voyez? On va démarrer par celle qui porte les deux casquettes, finalement, environnementale et innovation. Comment vous percevez? Est-ce qu'il y a une dichotomie? Il n'y a pas de dichotomie, les deux sujets sont totalement différents. Enfin voilà, comment on relie les deux sujets? Je pense que si on prend le sujet smart par la question comment, on a perdu. Donc, et je pense qu'il y a eu un petit effet. Enfin, il faut faire un peu aussi attention à tout l'effet waouh qu'il y a pu avoir sur tiens, ça, il y a telle solution qui existe. Tiens, regarde, ça fonctionne comme ça, etc. Je pense que si on arrive à se reposer la question systématique du pourquoi on le fait, et d'ailleurs c'est pas que sur le sujet smart, il y a encore beaucoup d'opérations qui récemment livrées se rendent compte que les services ou les espaces mis à disposition sont pas utilisés comme on l'avait pensé, mais parce que c'est normal. On n'est pas allé voir les occupants finaux. Et donc mécaniquement, il y a un écart entre ce qu'on a pensé dans un comité réduit et ce qui se passe dans la vraie vie.
Et donc voilà, du coup remettre vraiment la question du pourquoi et du pour qui, de comment ça va comment ça va évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne réponse à un instant T au moment de la livraison, mais pas anticiper sur l'évolution des besoins, l'évolution du quartier, l'évolution des services qui sont disponibles à l'échelle du quartier, l'évolution des déplacements, etc. C'est pas évident, mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même se poser la question. Donc ça, en fait, ça remet au centre la question de la première phase de la programmation, qui effectivement est assez évidente sur tout un tas de sujets. Et lors de cette question de la programmation, ou en tout cas de pour qui on fait les choses, en fait, tous les sujets doivent être traités. Donc il n'y a pas forcément d'antinomie entre un sujet purement digital et un sujet purement développement durable. Parce que de toute façon, si on les prend de manière silotée et pas pour les bonnes questions, on se plantera sur tous les sujets. Donc, Très bien. En vous écoutant, je suis en train de me dire que finalement, le SMART, ça remet l'emphase sur les deux extrémités de la chaîne de valeur, c'est-à-dire tout en amont, la programmation, le pourquoi on fait les choses, à quoi ça va servir, et la fin de la chaîne, les usages, les gens qui vont vivre, travailler, se déplacer dans les bâtiments, et qui étaient finalement les deux maillons un peu les plus faibles dans ce processus de construction immobilière où on mettait beaucoup de poids sur les CCTP, sur la conception avec les bureaux d'études et la réalisation des entreprises générales. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça un peu la leçon à tirer? Le SMART remet des violents coups de projecteur en amont sur le pourquoi, donc la programmation, les finalités, et en aval sur ce que tu disais, Benjamin, la performance d'usage, la réalité quotidienne du vécu dans le bâtiment. Je disais, Question. L'urgence, elle est climatique. Et donc, je ne peux pas, dans un moment d'urgence climatique et d'urgence de transformation, de transition de nos sociétés et dans les chocs qui sont traversés par nos sociétés, faire du SMART un adversaire. J'en fais un serviteur. Je fais un serviteur au service de la ville, des territoires et des usagers. Et pour qu'il ne soit pas un adversaire, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut se former, il faut s'inspirer, il faut travailler ensemble, dialoguer, et pour faire en sorte que cet adversaire soit notre serviteur au quotidien, et pour les causes qu'on évoquait, et pour répondre aux questions claires, pourquoi, pour qui, et sur quelle durée. C'est aujourd'hui des enjeux de rénovation aussi qu'on a pu adresser, et donc si on y arrive, et c'est la tâche que l'on vous confie, de définir effectivement la fonction du Digital Advisor, de faire en sorte que cette technologie soit au service du bien commun et de les enjeux de notre temps sur lesquels on vit tous. Et pas juste pour aussi toute une génération. Ce n'est pas juste aussi un sujet d'une nouvelle génération. C'est nous tous. Moi, je suis digital native aussi. Les seniors 60 ans sont aussi des digital natifs. On a tous effectivement le même âge numérique. Alain est digital native aussi. Et donc, c'est un sujet de formation continue, de formation pour tous, accessible à tous. Et c'est un enjeu aussi collectif de faire en sorte de dire non, c'est pas juste un sujet de gamins sortis d'école. Non, c'est un sujet de toute notre génération. Absolument. Jacques, je voyais que tu opinais de la tête. Tu veux... Oui, je disais que parce qu'en fait, hybridation des équipes entre les équipes qui font du RSE ou du développement durable avec du digital, je dis oui. Mais on a en fait des approches qui sont un petit peu différentes. C'est qu'on va avoir, ce que disait Benjamin, les digitaux, en fait, les geeks, comme on dit communément, ils vont aider les gens qui ont des vocations à aller chercher du bas carbone, à aller chercher des économies d'énergie, aller être conforme aux décrets tertiaires, etc. On va leur donner des outils. On va dire, mais attendez, tu cherches à faire ça, mais la GTB le fait déjà. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas programmé correctement l'outil. Il faut juste qu'on aille faire un petit tour, trouver le bon expert, et tes data, tu vas les avoir. Et souvent, la trajectoire initiale, elle était avec une ambition X, et après, on va dire, tiens, finalement, je vais aller au-delà. On avait fait des concours ici, il y a quelques années, en programmant simplement la GTB, on avait gagné 20%, je crois, sur la consommation. Et en fait, je pense que ce sont plutôt des équipes qui ont des vocations différentes, qui ont des ADN différents, des formations différentes, mais qui sont vouées à travailler ensemble. Et je pense que c'est un peu la conclusion que j'aurais fait. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, notamment chez nous. On a des équipes, systématiquement, on se retrouve sur le même projet. C'est l'hybridation des compétences et des regards.
et le travail collaboratif avec les différentes équipes. Très bien. Je vous laisse pas tranquille, mais je vais maintenant passer la parole à la salle, savoir quelles sont vos réactions par rapport à ce qui vient d'être dit, si vous avez une remarque, des questions, un commentaire. Olivier. Merci. Bonjour, Olivier Petit, Ingérop. En fait, c'est par rapport à en tant qu'investisseur, où effectivement, dans notre métier, on trouve plutôt simple quand on est avec des propriétaires de bâtiments. Mais côté investissement et promotion immobilière, je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez, que tout commence par les cas d'usage. Et la difficulté quand on ne connaît pas, il y a des stratégies de commercialisation, mais on a du mal à convaincre sur quel cas d'usage, parce que ça peut, suivant les preneurs, ça peut aller dans tous les sens. Et de savoir si dans le travail que vous faisiez en la marche actuelle, vous commenciez à identifier quand même des socles valables pour toute commercialisation. Parce que nous, en tant que maître d'œuvre, c'est ce qui est difficile à... On arrive à convaincre avec des ROI probables, mais on a du mal à fixer et à engager nos clients sur des cas d'usage fixes. En fait, il y a des cas d'usage, il y a des typologies de cas d'usage, et c'est vrai que en fait, ça a évolué par rapport au sujet RSE, c'est-à-dire que si au départ, moi, il y a 2 ans, c'était beaucoup autour de l'expérience du collaborateur, quand je parlais dans l'office, le fait qu'il puisse avoir commandé son confort, la flexibilité, c'était plutôt autour de son confort et de son expérience. Et du coup, c'est quoi la rentabilité, effectivement, dans le modèle économique. Et on travaille aussi le modèle économique sur, oui, mais avec la BTB, avec un Building Operating System, on va être en capacité de gérer beaucoup mieux l'efficience énergétique. D'accord, mais il y a 2 ans, pareil, on était plus dans des logiques de comment je travaille mon modèle économique, et c'était toujours très tendu. Et effectivement, combien je vais vendre quoi si je mets des services additionnels. Aujourd'hui, il y a quand même une dimension finalement RSE qui est beaucoup plus prégnante, notamment sur les grands asset managers. Où un grand asset manager, aujourd'hui, il va travailler avec sa trajectoire. Donc, il faut que le bâtiment puisse délivrer des données, c'est ce que vous avez dit, délivrer des données de façon très ouverte. Moi, et donc, je pense que ça devient un no-brainer, ça devient un to-do, en fait. C'est en tout cas l'intelligence du bâtiment, les données doivent être accessibles directement pour pouvoir alimenter le logiciel des grands asset managers, que ce soit un DeepKeys, que ce soit un autre. En tout cas, il faut que ça l'alimente ouvertement, directement, et que ça fournisse ces données-là sans avoir à passer par des transformateurs ou des choses compliquées. Donc ça, c'est un point, et du coup, finalement... et puis, il y a évidemment tout le sujet autour de l'efficience du bâtiment, et du coup, de comment est-ce que je donne la preuve de l'efficience de mon bâtiment, tout ce que vous avez pu dire. Et puis moi, maintenant, en tant que promoteur, en fait, franchement, faire une trajectoire carbone et calculer les matériaux sans digitalisation, sans BIM, sans suivi après de mon jumeau numérique, c'est un enfer, quoi. C'est des études assez électroniques à matin. Donc, c'est comment est-ce que, effectivement, nous, en tant que promoteurs, on s'outille et vraiment, on s'embarque dans des bases de données dont on n'avait pas du tout imaginé avoir besoin à un moment donné, quoi. Voilà. Donc, après, la problématique du modèle économique et quel usage on peut vendre à combien reste un exercice délicat, mais il y a quand même des usages forts aujourd'hui qui ne peuvent pas être contournés. Alors, merci Olivier. Donc, Olivier, Ingérop, si vous pouvez dire l'entreprise, ça permet... voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Youp Saïm, de la société Alcatel Lucent Enterprise. Merci pour tes échanges qui sont très intéressants. Une petite remarque pour commencer. Chez Alcatel, on connaît très bien le monde des réseaux.
Donc mettre à jour 1 millier de switches en maintenance, ça nous connaît. On vous encourage à venir nous voir si vous avez des problèmes. Tout à l'heure, on parlait, je crois que c'est vous, Jacques, qui avez dit la première des choses, c'est être en relation avec toutes les parties prenantes, afin d'éviter tous les conflits qu'on peut avoir parce que tout le monde travaille un petit peu en silo. Est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir des cahiers des charges qui sont rédigés en silo et qui font que c'est compliqué après d'interagir, d'avoir tout le monde sur la même vision, je dirais. Et si oui, parce que je vous ai vu acquiescer de la tête fortement, si oui, comment on fait pour avoir un cahier des charges où les 4 phases que vous avez décrites tout à l'heure soient toutes impliquées là-dedans? Alors, je vais vous faire une réponse très simple. Il va falloir attendre qu'on sorte notre livre blanc. On va en parler tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Si on arrive chez un client en disant, le lot courant faible, on le met à la poubelle. La GTB, elle est plus du tout dépendante du CVC. Et que le VDI, ça n'existe plus parce que la vidéo, elle est passée en numérique en 90. La voix est passée en numérique en 80 avec le CD. Hein, donc, c'est du DDD maintenant. Donc, si vous dites ça, ils vous prennent pour un illuminé. Vous n'avez pas la commande. Donc, on va essayer de faire un peu plus soft. On arrive gentiment. On va essayer d'avoir notre tête de noblesse avec un ouvrage, avec l'aide du bureau d'études 2.0, comme j'appelle. Essayer de sortir un vrai cahier des charges. Comme tout le monde fait du copier-coller, on va leur donner ce qu'il faut copier. On va leur donner vraiment le nouveau cadre de référence. On vous en parle juste après, là, après la table ronde, pour essayer de faire en sorte que on fasse une approche progressive vers un lot digital, un lot smart, mais dans la douceur, parce qu'il ne faut pas non plus passer pour des gens qui font des choses un petit peu exotiques. Parce qu'on est quand même un grand pays, il faut que les choses bougent doucement. Vous connaissez bien le sujet. Donc voilà, c'est l'objectif. Final, c'est ce que vous dites, plus de l'eau un peu bizarroïde, mais il faut y aller progressivement, il faut éduquer les gens, leur montrer que ça sert à quelque chose. Il faut renverser la table, mais poliment. Bonjour, je m'appelle Karine Hervé, je suis vice-présidente du groupe Hervé, dont la filiale la plus connue est Hervé Thermique. On est dans tous les lots techniques du second œuvre du bâtiment. Et je mène depuis 2 ans et demi une vraie bataille pour rénover un bâtiment historique du 19e siècle et pour le rendre smart, je ne sais pas, mais au moins connecté. Et puis ensuite, on verra s'il est smart ou pas demain. Et j'étais rarement dans un panel, je dois dire, où j'étais d'accord avec tous les experts qui se sont exprimés, chacun ou chacune pour des raisons tout à fait différentes. Il est clair, et ça je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, que vous l'appelez un AMO digital ou un digital advisor ou quoi que le nom, on a besoin de quelqu'un de ce type de conseil, mais pas que. Je pense qu'on ne peut pas partir du principe qu'on prend un cahier des charges et on fait une petite révision digitale dessus et tout se passe bien. Moi, j'ai pas eu d'AMO digital. J'étais aussi bien maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, quasi, et AMO digital. Parce qu'au-delà d'un bureau d'études qui fait la conception, effectivement, il faut que quelqu'un qui va coordonner va, dans les faits, regarder chaque jour ce qui se passe. Parce que on peut dire dans un bâtiment dit smart ou connecté, à la fin, je veux maîtriser mes économies d'énergie par l'éclairage. Il faut que tout s'allume automatiquement quand il y a une présence humaine. Ou pas. Tout s'éteint quand il n'y a pas de présence humaine. Oui, sur papier, c'est une ambition écrite. Tous les métiers, on les a interrogés. Vous êtes d'accord, oui ou non? Et puis, on va voir qu'ils vous achètent des luminaires qui ne sont pas connectables à un système de domotique. Bon, là, en l'occurrence, qui s'appelle DALI. Et voilà. Pas les bons câbles. On peut, je dis pas jeter les luminaires à la poubelle, mais là commence un parcours de combattant.
Et tout ce que vous avez dit, Jacques, hein, par rapport à la conduite de changement. Et là, il y en a en France, hein, conduite de changement, parce que tous les métiers doivent sortir de leur périmètre de confort. On demande à tout le monde de tenir compte de tout le monde. Et surtout, ce qu'a dit Anne-Claire, il ne faut jamais oublier les usages derrière et les usagers. Le pourquoi. Pourquoi un câble 6A et pas un câble 6 qui, pour les électriciens qui sont pas au courant, est pas différent, sauf la couleur. Et oui, quand vos bâtiments, vous découvrez après une année de travaux que tout votre bâtiment, il est connecté en 6 et que votre cahier des charges, effectivement, a précisé 6A, mais qu'on n'a pas expliqué pourquoi le 6A, eh ben, on peut recommencer et avoir un désastre financier et une démotivation pour tout le monde. Donc, je voudrais juste dire que au-delà, oui, il faut un conseiller, il faut quelqu'un réellement qui va mener une supervision de toutes les opérations, de tous les métiers. Et ça, c'est un métier nouveau, avec beaucoup de talent. Et je dirais que là, le savoir-être est quasi plus important que le savoir-faire qu'on peut acquérir au fur et à mesure. Mais le savoir-être, savoir communiquer, convaincre et expliquer la pédagogie et tout ça, au moins c'est mon expérience dans un bâtiment que je dois livrer à moi-même, en l'occurrence, d'ici un mois et demi, et qui a été pour moi un réel parcours de combattant très épuisant. Et donc, il faut beaucoup de résilience. Et voilà, ça a été ma conclusion, de pas partir du principe. On met un super bureau d'études digitales, Monsieur Dossman, c'est ça. Je doute pas de vos compétences, mais au-delà du conseil, hein, il va falloir surveiller parce que tous les métiers vous disent oui, pas de problème, on a tous compris. Et puis, on voit sur le terrain que c'est pas compris. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une réelle collaboration entre l'AMO Smart et le bureau d'études techniques pour faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Et c'est le nouveau métier, c'est le métier qui vous a manqué, si je résume bien votre situation, que vous auriez aimé avoir bien avant. Merci Karine. Ce que je retiens, c'est qu'il suffit pas d'écrire une belle partition, ça c'est un peu la conception. Il suffit pas d'avoir les bons instrumentistes, c'est l'orchestre. Il faut le chef d'orchestre pour que la musique soit belle. Tout à fait. Et c'est vous sur ce bâtiment qui sera, je suis certain, un écrin de Smart. On verra dans quelques mois. Bonjour, Jérémy Bielex, Société Spinalcom. La question, c'est assez simple. Il faut un AMO digital, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi une MOA digitale ? C'est-à-dire qu'en gros, au sein de la MOA, quelqu'un qui prend à sa charge complètement ce rôle-là, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas, au sein des MOA, soit embaucher cette personne qui a cette compétence digitale, qui serait capable de qualifier tout ce que peuvent dire les autres, ou faire intervenir les DSI qui existent déjà, mais qui en général ne regardent pas du tout le bâtiment et les projets, pour faire en sorte qu'eux puissent aussi donner leur avis, parce que ça fait longtemps qu'ils gèrent des réseaux, ça fait longtemps qu'ils font de l'IP, ça fait longtemps qu'ils font de la sécurité informatique, c'est même là 50% de leur boulot. Ça fait longtemps que, voilà, même s'ils sont un peu durs aussi à ramener vers le bâtiment, c'est un truc en plus à gérer, et ils ont déjà beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, est-ce qu'il ne faut pas une MOA digitale ? Alors, je ne vais pas répondre parce que c'est une question et à vous de répondre. Moi, je voudrais juste que tu nous précises derrière le mot, ça fait quoi une MOA digitale ? Juste en 2 mots, décris sa fonction. C'est concrètement, c'est intégrer dans la direction du projet une personne qui ait la compétence pour qualifier ce que tout le monde dit en dessous et qui, bien sûr, se fait accompagner d'un AMO, mais qui prend à sa charge cette responsabilité de projet et qui a la compétence IT pour comprendre qu'on dit je voulais une GTB avec des API ouvertes. Bon, j'ai une GTB, on m'a dit qu'il y a des API ouvertes, mais en réalité, il n'y en avait pas. Voilà. Ou bien, il y en avait, mais il y en avait une, alors qu'il m'en fallait, il y avait une requête possible, alors qu'il m'en fallait 18. Et en gros, j'ai la capacité pour comprendre et qualifier et pour prendre cette responsabilité, parce qu'à la fin, c'est pas l'AMO le responsable. Donc, voilà, c'est l'AMO. Je continue mon questionnement. La maîtrise d'œuvre digitale, c'est elle qui contrôle le Master Systems Integrator. Alors, c'est elle qui décide de faire un bâtiment digital
Et c'est elle qui décide c'est elle qui décide d'embaucher l'AMO digital, c'est elle qui valide le cahier des charges ou l'allotissement, etc. C'est elle qui va discuter à la fin et qui donne le pouvoir, et qui a du pouvoir, et qui donne le pouvoir au MSI, ou qui, quand le MSI, ça nous arrivait, nous, d'être sous-traitant de l'électricien. C'est bête, mais c'est-à-dire je peux rien lui imposer, quoi. Rien. Donc, faut pas. Voilà. Et donc, ça veut dire que la MOA, c'est elle qui a le pouvoir pour aller imposer à tout le monde. Tu as posé une question, Benjamin va tenter d'y apporter sa réponse. Et il a un micro, les micros. J'ai un micro. Ah oui, Déjà, le MOA, d'accord. Le MOA, il peut être MOA du maîtrise d'ouvrage, il peut être MOA de l'utilisateur, il peut être MOA également du bureau d'études et la maîtrise d'œuvre. Il peut être je suis peut-être que manière provisoire, oui, mais sur le long terme, non. Je m'explique. Si on n'intègre pas la montée en compétence des équipes de maîtrise d'ouvrage dans leurs responsabilités et leur champ de responsabilité, qui sont les questions environnementales, numériques et autres, on passe à côté. Et donc, je suis un fervent défenseur de l'encapacitation, c'est-à-dire de l'empowerment, c'est-à-dire de quelle manière, finalement, tout un chacun doit monter en compétence et intégrer dans sa responsabilité, dans son scope de responsabilité, cette responsabilité du digital. Et donc, on a essayé, il y a 15 ans, de faire des energy managers à côté des facility managers, en faisant croire que les facility managers étaient des incompétents notoires sur la question de la maîtrise de l'énergie. C'est une catastrophe. Il faut que les responsables de site, les responsables sur place, montent en compétences, qu'on les aide à monter en compétences, qu'on organise les formations nécessaires pour qu'ils soient en capacité de mobiliser les ressources, les expertises au moment voulu, mais que ce soit leur responsabilité. C'est pas la responsabilité d'un autre, c'est pas la responsabilité de quelqu'un qui n'est pas eux-mêmes. Non, c'est dans leur responsabilité d'avoir mobilisé les compétences. Et pour faire cela, il faut les former. Et c'est une impérative nécessité, l'empowerment, comme on l'a eu depuis 10 ans et qu'on le voit depuis 10 ans. Finalement, une bonne société, c'est une société qui n'a pas de directeur de développement durable. Pas besoin. C'est tous les collaborateurs qui sont en charge des questions environnementales. Tous. Et de penser que les questions numériques, comme les questions de sécurité au travail et autres, sont le monopole juste du SPS, on se trompe. C'est la responsabilité du chef de chantier. C'est pareil. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on n'intègre pas cette compétence à un bon niveau et un bon niveau de responsabilité, ben finalement, on va vers un système que l'on inspire et qu'on combat aujourd'hui, c'est les silos. Ah ben alors, on va refaire les silos, en veux-tu, en voilà. Donc non, intégrons les choses. Encapacitons, formons. Donc c'est un oui temporaire, mais un non à terme. Une nécessité temporaire. Donc le MOA, manager de transition du digital dans le bâtiment. Je propose cette si le manager de transition, il fait de la formation en même temps, ça marche. Mais aujourd'hui, le transfert de compétences, quand on va dans un pays livrer des produits très tech et qu'on vend une formation des équipes pour qu'ils puissent produire eux-mêmes, ça arrive en défense, hein, et ben on forme les équipes, on va pas rester avec eux tout le temps. Et en termes de people management, c'est pareil, on va pas, c'est dégradant d'emmener un énergéticien, dire bah tu sais pas faire ton travail, je vais faire à ta place. Ça fonctionne pas, ça peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va éduquer tout le monde, on va éduquer toutes les équipes chez le client en interne pour leur apprendre les choses. Moi, je vais lancer des tech talks bientôt chez CMRE. Il y aura point d'exclamation France, toutes les équipes, quelle que soit leur origine, vont pouvoir écouter. C'est quoi la 4G, c'est quoi la 5G, c'est quoi la captation indoor, c'est quoi la blockchain, plein de choses comme ça. Parce que les gens, ils ont besoin de comprendre. On pense que les gens savent pas. Et en fait, si on leur apprend pas, ils savent pas, effectivement. Donc, il faut essayer de aller au niveau de tout le monde et leur faire comprendre les choses. Et à force, on arrivera à quelque chose. Donc, c'est l'empowerment digital à travers la sensibilisation, la formation, en fait. Ah, on est tellement peu. De toute façon, si on forme personne, on est foutu, hein. Et oser demander de l'aide. C'est pas honteux de demander de l'aide à un AMO, c'est pas honteux de demander de l'aide à un expert. Il faut juste comprendre qu'à un moment, on est en limite de compétences, mais je suis suffisamment formé et accompagné pour dire oui, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. C'est un peu différent. De me forcer à dire je vais t'aider. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je pose une dernière question, peut-être. Quelqu'un a-t-il... Ah. Bonsoir. Antoine Talou, Société Bartel. Moi, j'ai une question par rapport justement à ces silos. Est-ce que vous n'êtes pas complètement finalement dépendant de la maturité de vos PME, FME en phase de gestion, exploitation, maintenance, en particulier quand c'est des externes à vos sociétés? Et est-ce que finalement de créer
le plus beau DOE numérique avec une belle architecture de données, de systèmes, si derrière ces cas d'usage ils ne perdurent pas, comment est-ce que vous justifiez derrière un développement progressif? Merci. Alors, en ce moment, on vit aussi, vous savez, la pénurie des ressources. Et donc, au moment où se crée la fonction de Digital Advisor, se crée la fonction de Resource Advisor, manager ressources pour la question du réemploi. Je peux vous dire que c'est la même révolution pour le chef de chantier que d'intégrer la question du réemploi et de la ressource pourtant qu'un matériau inerte que d'intégrer les questions du smart. Et donc, dans cette situation d'innover et d'intégrer et d'implémenter l'innovation le plus rapidement possible, effectivement, on se confronte à des échecs, on se confronte à des situations qui sont insatisfaisantes, et c'est une culture qui n'est pas typiquement française, c'est la culture du retour d'expérience qu'on doit organiser, orchestrer, c'est ce qu'on fait au sein de la SBA dans les groupes de travail, pour que finalement la montée en compétence soit le plus rapide possible et que la création de valeur, la création d'impact positif soit le plus rapide possible. Mais oui, il peut y avoir des échecs, des situations, mais c'est Jean Jouziat qui dit ça, on fait face et surtout on va de l'avant. Et c'est ce qu'on fait en tant qu'investisseur. Et c'est pour ça que dans les projets, on met les responsables FM des clients depuis le début du projet. C'est-à-dire que quand on va consulter pour un bâtiment qui est neuf, pour un BFA, on va devoir, il y a un cahier des charges qui va suivre. Et quand on va consulter le FM, il va falloir qu'il suive le cahier des charges. S'il n'est pas capable de mettre des équipes capables de comprendre le système, ils vont soit mal répondre, soit ils vont pas répondre. Et donc, c'est la chaîne complète. Donc, effectivement, on commence par le commencement, on parle début par la conception, mais au final, avec les formations qui vont avec, on commence à avoir des équipes qui pilotent correctement les bâtiments. Ça commence à arriver. Donc, le tri va se faire naturellement. Ceux qui n'auront pas de commande, ils vont comprendre. Bon, je vous propose de vous libérer. Ah, alors vite fait, parce qu'il y a le cocktail. Oui, je sais. On va faire vite après. Alors, juste on va passer les slides très vite. Ouais. Une petite question concernant la partie, vous avez fait mention plusieurs fois sur la partie sécurité, cybersécurité sur les bâtiments, qui dit sécurité, dit bien sûr protection des données. Est-ce que la question d'un smart européen se pose? Il y a le RGPD français, mais le Data Act arrive. Je crois que si on a bien aimé la réglementation européenne sur la privacy, je pense qu'on va adorer le Data Act. Ok, merci. Franchement, ça va être. Vous aurez l'occasion de poser d'autres questions à nos panélistes pendant le cocktail, mais avant, j'ai pas oublié. Parce que je crois qu'on est au timing, on est un peu en retard, non, c'est ça, non? On est un tout petit peu en retard, mais néanmoins, c'est important d'exposer les travaux que se propose de faire la commission Digital Advisory, qui est copilotée donc par Jacques et par Étienne. Donc, je vous laisse. Pour la conclusion, nous exposer un petit peu la feuille de route de cette commission. Alors, très rapidement, la gouvernance. Alors, ce qui vous choque peut-être dans cette slide, c'est qu'on n'est que 3. Donc, en fait, l'objectif, c'est du recrutement ce soir. Donc, cocktail networking pour ceux qui sont intéressés de nous rejoindre. Donc, on a besoin de compétences pour pouvoir... alors, si vous n'êtes pas d'accord, on arrête tout de suite, parce qu'après, il y a une feuille de route qui est conséquente. Donc, si on n'est que 3, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut nous dire tout de suite. Donc, on va continuer. Vous êtes d'accord? OK. Donc, je vais... on avait déjà parlé lors des vœux. Donc, je te laisse présenter. Ouais. Alors, il y a l'objectif de cette commission, c'est évidemment de montrer l'intérêt de l'AMO Smart. Mais je pense que si vous êtes là ce soir, j'espère ou vous êtes convaincu d'origine ou j'espère qu'on vous a convaincu. C'est de montrer son intérêt dans les différentes phases du projet immobilier, ne pas se dire que c'est trop tard et que même si vous avez un immeuble en rénovation, c'est encore faisable, sans aucun doute. Que c'est applicable aux différents types de bâtiments, que ça va être à l'échelle du logement, que ça va être à l'échelle du tertiaire avec des bureaux, ou même encore plus grand à l'échelle d'une ville, d'un quartier. Les avantages de ce métier sont listés là, mais très clairement c'est la flexibilité du bâtiment et à l'heure des problèmes énergétiques, optimiser nos ressources qui deviennent difficiles à avoir. Alors, raison d'être du Digital Advisor, ça c'est bon, c'est la carte d'identité du Digital Advisor. Alors je vous laisse lire, ça va être très varié. Bon, déjà on en a parlé beaucoup lors des échanges avec la table ronde. On va décrire l'ensemble du digital du bâtiment, donc une culture multitechnique, multisource, pour rendre le bâtiment plus durable, résilient, efficace et humain,
Alors, il va devoir avoir une décompétence, donc c'est un sachant à la base, donc un sachant qui va avoir une culture un peu IT, plus bâtiment, plus architecture, plus un peu tout. Hein. J'expliquais, on passe en revue pratiquement tous les cahiers des charges. Donc c'est pas un métier de tout repos. Hein. Il va maîtriser les différentes techniques, totalement transverses, donc une très grosse composante de communication, être capable de dialoguer avec les gens, d'aborder les sujets de façon très progressive pour se faire adopter. S'il y avait une chose à retenir aujourd'hui, c'est bien ça. Si vous arrivez avec votre schéma directeur en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, vous faites pas long feu en général parce que ça fonctionne pas. Les gens sont pas encore prêts. On en parlera dans 10 ans, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Après, tout type de bâtiment, donc Étienne l'a dit, hein, et on va être capable, je l'espère, parce que pour moi je pense qu'on doit passer à l'étape suivante du Smart City. Smart Building, pour moi, je vais pas dire que Smart Building c'est du passé, mais peut-être falloir changer un peu le logo, mais je pense que demain, il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas beaucoup d'action si il n'y a pas les pouvoirs publics qui nous aident, notamment quand on parle de connectivité, quand on parle d'énergie, quand on parle de cycle court, quand on parle de réseau court, de remettre les serveurs dans un quartier, donc sur un data center qui est très très éloigné. Donc je pense qu'on va commencer un petit peu à prendre un peu plus de hauteur, de plus en plus, avec cette typologie d'intervention d'un AMO Smart. Et enfin, il y a le complément du tiers de confiance, là où c'est exprimé lors des questions. C'est exactement ça, on va pouvoir conseiller le client en disant voilà, c'est comme ça qu'on doit procéder. On doit faire intervenir telle tierce partie, on doit faire intervenir telle entreprise, telle typologie d'entreprise pour obtenir nos résultats, les résultats escomptés. Donc voilà. Après, on va conclure avec la feuille de route. Oui. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller vers ce qui est marqué là, d'en faire un livre blanc. Il n'y a pas de date, hein, c'est Il n'y a pas de date. Ça va dépendre du nombre de volontaires de ce soir. Ça va dépendre du nombre de volontaires. C'est une session de recrutement, en fait, si vous n'aviez pas suivi. Il y a une caméra de comptage dans l'éditorial qui compte combien vous êtes. On a fait une règle et puis on va dire, du coup, on va le sortir pour la fin 2023, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est de faire un livre blanc très rapidement, pour faire les bénéfices de l'AMO Smart, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus. C'est aussi d'en faire une sorte de job description. Quel est le profil de l'AMO Smart et quelles sont ses compétences? On l'a vu lors de cette table ronde, il y a besoin de compétences diverses et variées qui sont autant en informatique, dans le monde du bâtiment, presque architectural, des compétences en IT, etc., etc. Donc c'est vraiment balayer en large ce sujet-là. On veut faire une fiche de mission. Ça, c'est pour vous qui avez peut-être besoin demain d'un AMO Smart et vous dites mais ok, comment je prends, qui je le prends, je ne sais pas. Et ben cette fiche de mission aura pour vocation à vous permettre de prendre un AMO Smart et de vous faire vous aider dans ce choix. Et enfin un cadre de référence, expliquer un petit peu comment les différents lots devrait être dans un bâtiment digital architecturé et on n'est plus dans enlever ces stylos-là pour avoir un lot transversal, le lot digital, le lot smart. Cadre de référence est noté, on n'a pas noté les termes de cahier des charges. Hein. Donc c'est un cadre de référence. Même la terminologie est importante parce qu'il faut qu'on change un peu le vocabulaire en fait. C'est ça l'idée. Voilà. Et enfin le dernier, on laissait pour la fin la certification Digital Advisor. Alors ça sera pas forcément sur 2023 parce que c'est quand même quelque chose l'objectif c'est de faire en sorte qu'on puisse offrir au maître d'ouvrage la capacité à avoir une référence, un cadre de référence. Un consultant IT qui se dit AMO Smart, ça ne fonctionnera pas forcément. Donc on veut faire en sorte que cette capacité à être compétent sur les différents niveaux. Alors on va réfléchir avec la SBA à comment on va peut-être avec des organismes de certification, de formation pour trouver ça. Donc on se donne un petit peu plus de temps pour le faire. Bon, je vois avec FX, il me regarde. Si on le sort avant, on le sort avant. Plus on est nombreux, et plus on pourra faire des choses dans un temps très court. Hein. Moi, je suis assez d'accord. On n'a pas mis de date exprès. On va essayer on s'engage. Par contre, le livre blanc, il faut qu'on le sorte assez rapidement. Mais ce cadre de certification entre guillemets devra arriver parce que ça va devenir quelque chose d'intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on est peu, mais demain, il va falloir pouvoir être capable d'identifier les compétences qui ont été certifiées. Je pense. Voilà, donc je pense que c'est le mot de la fin. Le moment de merci. Convier, Merci Jacques, merci à nos intervenants, merci à vous toutes et tous.